traditionnellement, depuis bon nombre d'années, il n'y avait pas de soirée sur le deuil en octobre. On faisait place plutôt à un colloque d'une demi-journée ou d'une journée, selon les années, qui se tenait toujours vers la fin d'octobre. Mais malheureusement, cette année, pandémie oblige, et à cause de toutes les contraintes pour les rassemblements, on a préféré prendre une pause pour le colloque. Et par contre, on voulait quand même vous retrouver de la façon habituelle, donc le web. Et on a décidé, Joanne de Montigny et moi, là, de vous présenter quand même une soirée avec une invitée, comme à l'habitude, en octobre. Donc, c'est ce soir. Alors, la plus cordiale bienvenue. Et vous savez qu'on travaille depuis plusieurs années, pour ceux qui nous connaissent. Pour les autres, on a une collaboration étroite depuis 2015 déjà avec Joanne de Montigny. Joanne de Montigny qui est psychologue, qui est aussi conférencière, auteure, et dont la renommée n'est plus à faire, bien sûr. Il y a plusieurs écrits sur elle, plusieurs conférences. Et c'est un grand privilège pour nous et un grand plaisir de collaborer avec elle pour Infodeuil et au Repos Saint-François-d'Assise aussi. Donc, je vais céder la parole à Joanne de Montigny dès maintenant pour qu'elle vous présente notre invité de ce soir et un peu vous explique le fonctionnement. Et on vous retrouvera à la fin pour la période de questions ou de commentaires. Et je le mentionne tout de suite. Quand vous êtes devant l'écran, vous voyez qu'il y a un rectangle noir sur votre gauche. Alors, c'est ce qu'on appelle communément un chat. Donc, vous pouvez, quand vous aurez des commentaires au moment des questions à la fin, entrer vos questions et je les transmettrai à notre invité et à Joanne de Montigny. Alors, bonne soirée et à tout à l'heure. Voilà, Joanne, je te cède la parole. Oui, alors bonsoir Alain et merci beaucoup encore une fois de nous offrir ces merveilleuses soirées rencontres parce que j'en entends parler par après, je n'ai pas toujours l'occasion de te le dire Alain, mais nous recevons des commentaires aussi par écrit et les gens sont très heureux de pouvoir partager avec nous et avec notre invité. Juste avant de vous présenter notre invité, j'aimerais faire un petit clin d'œil, Alain, si tu me permets, à deux collaboratrices avec nous. D'abord, Sophie Chartrand, qui est celle qui m'a mise en contact avec notre invitée de ce soir, Madame Christine Quirion. Et je voudrais sincèrement remercier Sophie, non pas seulement pour ce soir, mais elle nous aide à l'occasion avec différentes thématiques, différentes questions qu'on aimerait élaborer et elle est toujours là pour nous aider. Alors, Sophie Chartrand, merci beaucoup. Et le deuxième clin d'œil, je le fais à Luce Desaulniers, qui est à la fois une grande collaboratrice aussi et une amie qui a déposé des articles que j'ai lus jusqu'à 8 ou à 9, je crois, sur des récits de cimetières. Je vous invite à aller les lire. C'est vraiment intéressant parce que Luce étant anthropologue, elle vraiment nous met en contact avec l'histoire et elle fait des liens avec l'aujourd'hui, des rites, des rituels. Alors, c'est vraiment fort intéressant. Merci à vous deux, nos collaboratrices, et aussi un dernier clin d'œil, tiens, j'en ai un, euh, à Ghislaine. Ghislaine qui nous aide beaucoup dans nos écrits. Et je la remercie infiniment, Ghislaine Daou, pour mettre la main à la pâte avec la plume quand on a besoin de son aide. Merci, tout ce monde-là est sans doute à l'écoute. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous dire que ce soir, je suis très, très touchée par notre invité que j'ai eu l'occasion d'entendre pour la première fois lorsque je l'ai contacté il y a une semaine environ ou deux. Et nous avons passé du temps ensemble et j'ai été très touchée par son histoire, son témoignage, mais aussi par qui elle est comme personne, par qui elle devient.
On sent qu'elle est toujours sur le chemin du devenir. Et c'est extraordinaire, je crois, le chemin parcouru. Et je suis très heureuse de l'entendre, de l'écouter avec vous dans ce témoignage ce soir. Et nous reviendrons ensemble vers les moins 20, moins quart pour vos questions, vos commentaires. Mais déjà, merci infiniment d'être avec nous et je vais la laisser nous dire un petit peu qui elle est, son parcours, parce que je crois qu'elle a bien préparé sa rencontre avec nous ce soir. Je ne voudrais pas trop prendre du temps ou l'interrompre. Alors, bonsoir Christine et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Madame de Montigny et à Monsieur Chartier de me recevoir ce soir. C'est un honneur. J'habite en Colombie-Britannique, alors d'être avec vous, les gens du Québec, aujourd'hui, je me sens un peu plus proche. C'est quelque chose de très agréable. J'ai en effet été contactée par Madame Sophie Chartrand, qui est une travailleuse sociale qui est spécialisée dans le deuil. Et j'ai rencontré Sophie lors d'un témoignage que j'ai fait il y a déjà 7 ans à la Maison Montbourquette. Elle m'a contactée via les réseaux sociaux. Elle m'a demandé si je voulais intervenir ce soir et raconter mon témoignage, mon histoire. Alors, je me suis permis de retourner dans mes notes et relire le texte que j'avais préparé pour cette conférence. Je dois vous dire que ça a été un choc. J'étais convaincue, il y a 7 ans, que j'avais passé au travers de toutes les étapes de mon deuil, que tout était réglé, que tout allait bien. Et j'ai eu tellement envie de parler à cette Christine qui avait 37 ans à l'époque et de lui dire toute la suite de l'histoire, en fait. Donc ça m'a motivée à écrire la suite de cette histoire et de la partager avec vous ce soir. Donc, j'ai envie de vous amener un peu dans le fil du temps, dans mon histoire, l'histoire de ma famille, et je l'espère pourra vous aider à parcourir un deuil présent, passé ou même peut-être un deuil futur, puisque ça fait partie de la vie de tout le monde, et que je pourrais peut-être vous donner des solutions, des outils qui m'ont aidé à passer au travers. Donc aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'habite en Colombie-Britannique, j'habite à Squamish, à une petite municipalité entre Vancouver et Whistler. Et c'est un endroit magnifique, je dois vous l'avouer. Et nous, on a encore le soleil chez nous à cette heure-ci. J'aimerais vous ramener dans le temps et vous raconter mon histoire d'amour. En 2000, j'ai terminé mes études au HEC Montréal et je suis partie travailler à Paris en marketing. Belle carrière, beaucoup d'efforts investis. Et puis en 2003, je suis allée voir un match de rugby à Paris avec des amis et j'ai vu un numéro 7 sur le terrain qui, gaillard, combattait comme j'ai jamais vu, essayait de défendre ses coéquipiers et de gagner la partie. Et ce jeune homme s'appelait Pierre. Il est originaire des Pyrénées en France. Et ben voilà, j'ai pris un café avec lui, on a discuté. Et il m'a expliqué qu'il travaillait sur différentes missions humanitaires. Il avait pour métier d'implanter des systèmes de santé dans des pays en guerre ou après-guerre. Il avait signé une mission pour 2 ans en Afghanistan. Donc, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, bon, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais la magie de l'amour fait bien des miracles. Finalement, je ne l'ai pas laissé partir tout seul en Afghanistan. Donc, en 2004, je suis partie à Kaboul, en Afghanistan, avec Pierre, travailler sur une mission pour la construction d'un hôpital mère-enfant. L'Afghanistan. C'est difficile d'en parler parce qu'aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe avec la réintroduction des talibans au pouvoir, quand je vois la souffrance de ces femmes, c'est une petite parenthèse, mais c'est vraiment difficile pour moi à accepter puisque j'avais gardé ma burqa
dans l'espoir de me dire que c'était un mauvais souvenir et que ces femmes avaient beaucoup d'espoir et c'était le cas depuis 20 ans. Mais bon, aujourd'hui, on voit que tout revient un peu en arrière. Donc, voilà, c'était pour moi une mission qui a été très, très enrichissante. Et au-delà de ça, j'ai surtout, dans toutes les épreuves qu'on a rencontrées à Kaboul, puisque c'était seulement 3 ans après l'arrivée des Américains, il y avait beaucoup à faire. Je me suis rendu compte que j'avais rencontré l'homme de ma vie. Donc, en 2016, on s'est mariés en France, puisqu'il était français. Et en 2008, est née notre première fille, Alix, et en 2010, Ariane, qui est née. À la suite de toutes les missions humanitaires, Pierre s'est présenté pour le concours de la Commission européenne pour devenir diplomate. Il a réussi son examen et donc nous sommes partis vivre en Afrique avec les 2 enfants. Nous sommes partis vivre au Burundi, qui est le plus petit pays d'Afrique. Un pays aux 1000 collines, un pays magnifique, qui est juste à côté du Rwanda, du Congo, de la Tanzanie, pardon. Un pays qui est malheureusement très, très pauvre et qui avait beaucoup de conflits. Et cette population avait un besoin criant d'avoir un système de santé publique pour donner des soins gratuits à la population. Donc, le travail de Pierre était d'implanter ce système de santé en tant que diplomate pour la Commission européenne. Donc, nous avons déménagé en 2008 à Bujumbura, la capitale du Burundi. Une vie très agréable, on voyageait beaucoup. Souvent, il partait en voyage d'affaires et puis moi, je le retrouvais une semaine après sa formation ou sa réunion avec un ou les enfants. Et puis, on se retrouvait pour des vacances. Donc, c'était le mode de vie que nous avions. Laissez-moi revenir à octobre 2010. Pierre a 35 ans. J'ai 33 ans. Alix a 2 ans. Et puis, Ariane est un bébé de 5 mois. Le 17 octobre 2010, Pierre part pour une formation et des réunions à Bruxelles, au siège social de la Commission européenne. Sur le chemin de l'aéroport, on est tous les 2 dans la voiture et je le sens inquiet. Et il me dit, pour la première fois, je devrais apprendre à me taire. Je ne comprends pas vraiment. Il ne me partage pas vraiment ce qu'il fait dans son travail. Il est plutôt discret. C'est des affaires diplomatiques. Donc, je l'embrasse et je lui souhaite un bon voyage. Et il me répète sans cesse, « Oublie pas notre projet. » J'ai dit, « Non, je sais, on se retrouve lundi prochain à l'aéroport de Bruxelles, à la porte d'embarquement pour Toulouse. » En effet, nous avions décidé de partir en vacances en France pour célébrer l'anniversaire surprise de sa mère qui devait avoir 60 ans. Donc, comme je n'avais pas envie de passer la semaine à Bruxelles avec 2 bébés, je lui ai dit, moi, je reste en Afrique et je te retrouve la semaine suivante à Bruxelles. La semaine passe, on se parle au téléphone. Le vendredi, il m'appelle, mais il m'appelle tard. Il sort du restaurant, il a bu du bon vin, il est en direction d'un pub pour retrouver des étudiants en médecine. Il m'appelle, il est tard et il réveille le bébé, il réveille Ariane. Donc, je suis un peu en colère contre lui. Je lui dis, mais quand même, tu aurais pu appeler plus tôt, tu le sais que le bébé a besoin de dormir et ainsi de suite. Donc, la discussion ne se passe pas très, très bien. Et puis, bon, ça se termine un peu en queue de poisson. Samedi, pas de nouvelles. Le dimanche, je me prépare pour aller prendre l'avion avec les bébés. J'ai toujours pas de nouvelles. Fait que je suis un peu en colère. Je suis inquiète. Je comprends pas. Mais je me dis presque qu'il se prend pour qui quand même. J'ai encore cette colère en moi. Je me dis, mais quand même, je voyage avec 2 bébés. C'est un long voyage. Bon, bref, je prends l'avion, mais je me dis, c'est pas grave, j'en discuterai avec lui demain. Il y a sûrement une bonne raison. Fait que je prends mon vol pour Bruxelles. Un long vol de nuit. Les bébés dorment pas bien. J'ai une dame à côté de moi qui est en état d'ivresse. Donc, ça se passe vraiment pas bien. Donc, j'arrive à Bruxelles le lundi matin. Je suis épuisée. J'ai pas dormi. Alors, je porte mon bébé ici, Ariane, dans le porte-bébé, et j'ai Alix dans la poussette. Et je me dirige vers la porte d'embarquement pour Toulouse. J'arrive à la porte d'embarquement, il n'est pas là.
Donc, je me dis, OK, il est souvent en retard. Donc, j'en profite, j'allaite mon bébé, Ariane, et je laisse Alix se dégourdir à travers tous les autres passagers, courir à travers tous les sièges, puisqu'elle vient de faire un long vol, elle a que 2 ans. Mais au bout d'un certain moment, il n'est toujours pas là. Donc, je vais voir l'agent à la porte d'embarquement et je lui demande, est-ce que mon mari est enregistré? Est-ce qu'il a pris un vol avant? Et non, rien. Il n'y a rien. Donc, je prends la poussette et je fais le tour de l'aéroport pendant 2 heures de temps. Je vais au salon VIP, je vais voir partout, partout, partout. Je n'ai pas de téléphone pour le contacter, j'ai juste mon téléphone d'Afrique. Je n'ai pas de numéro à contacter, je ne me souviens plus à quel hôtel il était. Et en fait, je me retrouve avec un goût amer qui me monte dans la bouche, une boule au ventre, et je reconnais c'est quoi. Je l'ai vécu à Kaboul, quand des roquettes ont fait exploser les vitres chez nous, quand j'ai vu des enfants avec leur cerf-volant qui tombait à terre parce qu'ils avaient pilé sur une mine. Ce sentiment-là, c'était la peur. Fait que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Sachant pas quoi faire, j'étais complètement dépourvue. Et ça me paraissait surréel. Donc, je suis partie prendre mon vol pour Toulouse. Ça a été tellement long, ce vol. Ça a duré 2 heures, mais c'était interminable. Et je me suis dit, il faut que je le retrouve à Toulouse. J'arrive à Toulouse, j'arrive à l'aéroport, il n'est pas là. Donc, je me dirige vers une borne Internet parce que je sais qu'il regardait ses courriels tous les jours. De par sa profession, il devait, c'était un devoir. Et par protocole de sécurité, quand on est diplomate dans des pays en guerre ou après-guerre, ben, on s'était échangé nos mots de passe par sécurité. Donc, je vais sur sa boîte courriel et je vois qu'il n'a pas regardé ses messages depuis le vendredi, soit le soir quand on s'était parlé au téléphone. Et là, j'ai compris. J'ai compris que quelque chose de grave était arrivé. Et là, j'ai senti que le plancher bougeait sous mes pieds. J'ai senti que tout tournait autour de moi. Mes enfants pleuraient. Ariane avait faim. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Fait que finalement, je trouve un monsieur qui attendait ses bagages. Je lui demande son téléphone. J'appelle mes beaux-parents qui habitent à 1 heure de Toulouse. Et je leur demande de venir me chercher à l'aéroport. Et je leur dis d'appeler la police et d'appeler le haut-commissaire de la sécurité à Bruxelles de la Commission européenne pour les informer qu'un de leurs agents est porté disparu. Et c'est sûr que dans la voiture, mon beau-père essaie de me convaincre. Non, il a dû se tromper ou il y a eu un changement d'horaire ou c'est allé très loin à dire peut-être est-ce qu'il n'est pas parti avec une autre femme et moi j'écoutais tout ça puis je me disais mais non, moi je le sais qu'il s'est passé quelque chose, il ne me ferait pas ça, il ne me laisserait pas tomber toute seule avec les enfants comme ça. Donc une fois arrivée dans une des maisons familiales chez une tante de mon mari, je me suis assurée que les bébés étaient en sécurité et j'ai perdu la carte. Je suis tombée dans les pommes. J'ai perdu connaissance. Le choc était tellement énorme, mais j'ai été vite rattrapée par la réalité. La police qui m'appelait, qui demandait des informations, où était son hôtel, son emploi du temps, des signes distinctifs sur son corps. Et j'avais l'impression que je ne me souvenais plus de rien. J'avais l'impression que c'était comme dans un film d'horreur. C'était pas possible que ça arrive à moi. Et puis, au fil des heures, les enquêteurs me rappelaient, ils disaient, mais on a cherché à son hôtel. Il n'est pas retourné dans sa chambre depuis le vendredi. Tous ses effets personnels sont toujours dans sa chambre. Ils sont allés voir dans les hôpitaux de Bruxelles. Ils sont allés voir dans la morgue. Rien. Ils ne trouvaient pas mon mari. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je reçoive ce fameux appel. Les enquêteurs m'appellent. En fait, c'est l'appel que personne ne veut recevoir. Ils m'informent que mon mari est mort. Excusez-moi. Vous voyez, malgré toutes les années, l'émotion est encore bien présente, mais on apprend à vivre avec cette douleur.
on m'apprend qu'il est mort. Mais le plus choquant, quand on me l'a annoncé, c'est qu'on m'a dit qu'ils ont retrouvé son corps au milieu de la chaussée, sans identité, et que quelqu'un avait sûrement déposé le corps au milieu de la chaussée avant sa mort. Et là, je me retrouve face au néant. Je me retrouve entre toutes les informations qu'on me donne, entre 4 heures et 5 heures du matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 1 heure de sa vie, 1 heure de ma vie où je n'ai aucune réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon mari. À ce moment-là, j'ai envie d'être vieille. J'ai envie d'être à la fin de ma vie. J'ai envie d'être loin de ce qu'on me donne comme information. Je regarde mes filles et je panique. Comment je vais faire? Comment je vais m'occuper d'eux? C'est pas possible. Et en même temps, on me dit, vous devez vous rendre à Bruxelles pour identifier le corps de votre mari. Et je refuse. J'ai besoin d'être près de mes bébés. Elles ont besoin d'elles. Donc, je m'entends avec mon beau-père et avec le frère jumeau de mon mari pour qu'ils puissent identifier le corps à Bruxelles. Mais par contre, avant ça, on me demande de l'identifier par photo. Je reçois ce courriel avec les photos de mon mari à la morgue. J'avais 33 ans, je connaissais quoi? J'avais ma grand-mère, même pas, j'avais mon grand-père qui était décédé seulement. Je ne savais pas ce que c'était la mort. Je me considérais tellement chanceuse dans la vie parce que j'avais tellement côtoyé de gens dans des pays en difficulté qui vivaient avec la mort au quotidien. Et moi, j'étais chanceuse. Donc, j'ai dû identifier le corps par photo et effectivement, c'était bien lui. Donc, à ce moment-là, ma vie a complètement basculé. Je savais que ma vie ne serait plus jamais pareille. Ça fait bizarre de parler de ça, mais ça fait du bien aussi. J'ai été très longtemps sans en parler. À ce moment-là, le choc était tellement intense que j'ai arrêté d'avoir du lait maternel. Je n'étais plus capable d'allaiter mon bébé. Juste regarder mes enfants, ça me faisait peur. J'ai presque pas touché à mes filles pendant 10 jours. J'avais mon bébé qui hurlait parce qu'elle voulait du lait et j'en avais plus. Le choc était énorme. Malheureusement, la vie devait continuer. Donc, toutes les procédures sont mises en place. On a fait les obsèques en France, dans son village natal. Par la suite, je suis repartie en Afrique. Je suis allée fermer la maison en Afrique. Mes parents, heureusement, m'ont accompagnée et je ne les remercierai jamais autant. Dire au revoir à tous les gens avec qui on était. Et je suis partie ce 2 décembre 2010 à Montréal. Je ne voulais pas aller à Montréal. J'étais en colère. Je subissais tout ce qui se passait. Je subissais le deuil de mon mari, le deuil de mes rêves, le deuil d'être maman à nouveau avec lui, le deuil d'adoption, puisqu'on était en procédure d'adoption pour un petit garçon qu'on avait malheureusement adopté devant notre portail de maison en Afrique et que je prenais soin depuis 1 an. Je ne voulais pas être là. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'avais encore le choix. Et 2 choix s'offraient à moi. Soit je faisais le choix de chercher les réponses, de savoir qui avait commandité ça. Parce que ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que ce qu'on sait par contre de l'enquête, c'est que oui, Pierre se rend au pub avec les étudiants en médecine, passe une excellente soirée. Il quitte le pub, on le voit marcher sur les conférences, sur les caméras de la ville, on le voit, excusez-moi, désolée, on le voit marcher dans les rues de Bruxelles en direction de son hôtel. Et après, on perd toute trace de lui. Et on retrouve le corps de Pierre à 20 km de son hôtel, dans une zone industrielle, sur le bord d'un canal, où il y a peu de gens qui passent. Et son corps est allongé au milieu de la chaussée. Et quelqu'un a pris ses pièces d'identité, son passeport diplomatique et son téléphone. Qui a fait ça?
On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un infirmier qui s'en allait au travail, qui roulait avec sa voiture et qui n'a pas vu le corps au sol, qui a percuté le corps et qui a tué mon mari et qui a fait un délit de fuite. Donc, c'est une infirmière qui rentrait chez elle, qui a vu le corps de mon mari inconscient sur la chaussée, qui s'est arrêté et il est décédé dans ses bras. Il avait pour bagage que les débris de la voiture. Et les enquêteurs ont pu retracer le chauffeur grâce à des numéros de série sur les débris de voiture. Mais c'est tout ce qu'on sait. J'ai eu l'impression aussi que les enquêteurs et la Commission européenne m'ont demandé de ne pas trop poser de questions et puis de m'amener à leurs propres conclusions. Donc, ce fut assez difficile aussi à accepter. Donc, j'avais 2 choix à Montréal. Soit je cherchais qui avait fait ça, ou soit je décidais de trouver un sens à cette mort inexplicable. Et en fait, j'ai trouvé la réponse dans les yeux de ma fille de 2 ans, Alix, quand je lui ai annoncé que son père était décédé. J'avais écrit sur un petit bout de papier quoi lui dire tellement j'avais peur. Et je me souviens de ce que je lui ai écrit. Je lui ai dit, « Tu sais, maman, elle l'a cherché, papa, elle l'a retrouvé. Papa, il est mort. Il ne reviendra plus jamais. » C'est sûr qu'un enfant de 2 ans ne sait pas ce qu'est la mort, ce que ça signifie. Mais elle, ce qu'elle avait compris, c'est qu'elle n'allait pas revenir. Jouer avec elle, l'écouter, lui faire des câlins. Et je me suis souvenue de ce moment-là et je me suis dit, je dois m'occuper de son héritage, je dois m'occuper des gens qui sont vivants autour de moi, je dois m'occuper de mes filles. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer en quête de sens à cette mort inexplicable. Donc, la première étape a été principalement ce que j'ai toujours appelé un état de sas. Vous savez, cette pièce avec 2 portes étanches qui nous séparent de 2 mondes différents. Ben, cet état de sas m'a permis de me reposer, de m'isoler des autres blessures ou des autres émotions venant de l'extérieur de ce deuil qui pouvaient me perturber. Et ça a permis de m'occuper de mes filles. Mais j'ai vécu beaucoup d'épreuves durant cette période de sas, durant les 3 premières années de mon deuil. Une perte de poids incroyable, perte de cheveux, une paralysie intérieure. Je souffre d'endométriose et je sentais même plus la douleur de l'endométriose. Je n'étais plus capable de lire, je n'étais plus capable d'écouter la télé. Je me réveillais 5-6 fois par nuit parce que les bébés ne dormaient plus. Heureusement que j'avais ma mère avec moi et mon père, parce que ça a fait partie des solutions. J'ai décidé et j'ai accepté de cohabiter avec mes parents pendant 10 mois afin qu'ils puissent m'aider pour les bébés et que je puisse reprendre des forces. Et ce qui a été marquant, c'est surtout que j'ai été accompagnée par un psychologue extraordinaire qui est M. Gilles Deslauriers. Gilles était pour moi comme une glissière de sécurité sur ma route. Quand je me trompais de chemin, j'avais l'impression qu'il était là pour me sécuriser et me guider. Il m'a beaucoup aidé à prendre du recul et de prendre des bonnes décisions et d'accompagner mes enfants. Au bout de ces 3 années-là, je suis sortie de cette période de sas et je me suis ouverte au monde extérieur. Et là, à ce moment-là, j'avais envie d'être comme tout le monde de mon âge. J'avais 36 ans, j'avais envie, moi aussi, d'avoir une famille, d'avoir une présence masculine qui soit présente pour mes filles, puisqu'ils n'ont jamais connu ça. En fait, je ne voulais surtout pas que mon identité soit une veuve, la veuve de Pierre. Donc, je suis déménagée à Baie-Saint-Paul. J'ai quitté Montréal et je me suis installée dans un quartier résidentiel avec en tête un peu ce rêve fou. Et puis, j'ai eu la chance de côtoyer un couple formidable qui était ma tante et mon oncle. Ils m'ont fait rire, ils m'ont fait du bien. Malheureusement, cet oncle a succombé à un cancer du foie de façon foudroyante. En 5 mois, il est parti. Et là, retour à la réalité. Retour à cette perte
retour à la peur de perdre à nouveau quelqu'un, la souffrance, l'insécurité. Donc, à ce moment-là, je me suis mis en mode action. J'ai dit, il faut vraiment que je m'éloigne de ces sentiments-là. Donc, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai accepté de refaire ma vie avec quelqu'un. Donc, en 2015, comme je suis en mode action, on déménage en Colombie-Britannique, à Sun Peaks, un petit village pittoresque de montagne, tout près de Kamloops, un village de ski. C'était assez incroyable parce que l'école primaire pour les filles était perchée sur les pistes de ski. Donc, les premiers skieurs le matin, c'était les élèves de l'école. Ils partaient avec leur sac à dos sur le pomma et ils montaient. Et je suis partie à Sun Peaks avec ce compagnon de vie-là, mais également avec son fils Gabriel. Et Gabriel, je le vois encore la première fois qu'il a vu cette montagne. En été, il a fait « il y a du vélo de montagne, du vélo de descente. Ça, c'est mon rêve. » Donc, j'avais l'impression que les enfants s'épanouissaient à Sun Peaks. Et je pense que j'avais raison. Les 3 enfants étaient heureux là-bas. Et moi aussi. Moi aussi, j'ai pu reprendre une carrière différente qui me permettait d'être disponible pour les enfants. Donc, j'enseignais le ski alpin. On a fait de nombreux voyages. On a réalisé plein de choses. Mais en même temps qu'on était à Sun Peaks, de 2015 à 2018, je devais à la fois gérer le procès de mon mari, le procès qui était en place contre la compagnie d'assurance de ce chauffeur qui avait fait un délit de fuite. Ce procès avait commencé en 2011 à Bruxelles. Donc, j'ai dû me déplacer presque 8 fois, soit pour lire les documents d'enquête, soit pour voir les photos de l'accident, soit pour différentes procédures juridiques. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que le procès a duré 7 ans. À la milieu du procès, quelqu'un a volé ou perdu, qui sait, les documents qui étaient chez l'huissier. Donc, on a dû recommencer au complet la procédure. J'avais l'impression que dans ce procès-là, il y avait des gens qui nous mentaient, des gens qui ne voulaient pas qu'on sache la vérité. J'avais toujours au fond de moi l'espoir de trouver des réponses. Pourquoi? Qui a fait ça? Est-ce que ce chauffeur est impliqué avec les gens qui l'avaient déposé au milieu de la chaussée avant l'accident? Ce chauffeur qui venait d'Afrique, qui est originaire d'Afrique, de la région du Congo, est-ce qu'il y avait une connexion? Qui avait commandité ça? Est-ce que c'était le président du Burundi? Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'avais toujours cet espoir interne. Mais en même temps, je ne voulais pas vivre les émotions de mon deuil. Donc, pendant la période de 5 ans, de 2013 à 2018, j'ai fait le déni de ces émotions-là. J'ai fait comme si ça n'avait pas existé, que je n'avais pas vécu de deuil. Et j'ai compris que le déni, en fait, ne nous empêche pas d'avoir des émotions positives, ne nous empêche pas d'aimer, mais ça nous empêche de terminer notre deuil. Et ce déni-là m'a amené très loin. Ce déni-là m'a amené à sourire tous les jours, à me dire que tout va bien, à être une maman forte, à être une amie forte, à être une conjointe forte, mais m'a surtout amené à une catastrophe que je n'ai jamais vue venir, ce qu'on appelle la dépression majeure. Le procès s'est terminé et mon âme s'est mise à souffrir. Mon cœur était inconsolable. Excusez-moi. Pourquoi? Pourquoi, moi qui croyais qu'il y avait trouvé un sens à l'inexplicable avec tous mes projets familiaux, avec une famille recomposée, avec tous ces projets, avec tous ces sourires, j'étais convaincue que j'avais trouvé un sens à l'inexplicable.
pourquoi je me retrouvais si vide tout d'un coup? En fait, je pense que c'était le déni. C'était le fait que je n'avais pas voulu vivre mes émotions reliées à la perte de mon mari. Ce que je me souviens, c'est que ces émotions-là ont explosé comme une bombe au mois de mars 2018. J'étais à Sun Peaks. Je me souviens de façon vague, fragmentée, que j'étais dans l'ambulance en direction de Kamloops. Et j'étais rongée par la honte. À l'hôpital, les infirmières essayaient de soigner mes plaies au poignet. Et moi, je hurlais et je regardais autour de moi et je disais, mais trouvez-moi quelqu'un qui va guérir mon âme. En fait, la dépression majeure m'a fait croire que si je mourais, j'aurais enfin trouvé le sens à l'inexplicable et que je pourrais retrouver mon mari. Mais je voulais pas mourir. Je voulais juste le retrouver. Donc, à l'hôpital, ils m'ont demandé si je voulais être internée dans l'unité psychiatrique pour un certain temps. J'ai accepté. Pouvez-vous croire que ça aurait pu être le pire jour de ma vie? Mais pour moi, ça a été le premier jour de ma nouvelle vie. Pour moi, ça a été la première journée de ma guérison. La première journée où j'ai accepté de vivre mes émotions réellement à la suite de la perte de mon mari. L'unité psychiatrique m'a donné un environnement sûr, avec des spécialistes, avec des intervenants, pour pouvoir gérer ces émotions-là. La culpabilité d'avoir eu un mauvais appel téléphonique avec lui. La tristesse de le regard de mes enfants de ne pas avoir de père. La honte de ne pas avoir su quoi faire. Et en fait, ça a été vraiment un endroit où j'ai pu me retrouver. Vous savez, j'ai envie de vous dire, quand on vit un deuil, il n'est jamais trop tard pour reprendre le processus de guérison. Peu importe où vous êtes rendu, que ça fasse 2 ans, 5 ans, on est tous uniques. Ne perdez jamais espoir. Nous, on peut se faire aider à tout moment, personnes qui avons perdu un être cher, et accepter l'aide des intervenants parce que c'est essentiel. Donc, ce premier jour m'a permis de me concentrer sur moi et sur mon processus de guérison. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris le pardon. J'ai appris à me pardonner. J'ai appris à pardonner à la vie. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai appris à pardonner à mon mari. J'avais l'impression qu'il m'avait laissé tomber. Parce que je pense qu'il savait qu'il était en danger. Et après, je lui ai pardonné parce que je me suis remémoré plein d'événements qui s'étaient passés avant son décès et je me suis souvenue qu'en fait, il avait essayé de nous protéger. Moi et les filles. J'ai appris à pardonner, en fait, de ne pas avoir fait mon deuil avant. Une fois que j'ai fait ce pardon-là, j'ai accepté de laisser partir mon mari. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais ça a été utile. J'ai pu enfin me retrouver et j'ai pu trouver un sens à l'inexplicable. Je ne savais pas où était la réponse, mais en fait, elle était là. C'était moi. Moi, j'étais la réponse à l'inexplicable.
En fait, j'avais arrêté d'être qui j'étais à son décès parce que je pensais que c'était de ma faute. Même si ce n'était pas de ma faute, j'étais victime collatérale de son décès. Donc, j'avais enterré cette Christine qui aimait l'aventure, parce qu'on a quand même partagé des aventures dans plus de 35 cultures différentes. Nous avons voyagé beaucoup. Nous étions curieux. Nous aimions la culture, la lecture, l'écriture. On était très concentrés sur le bénévolat, sur comment redonner à son prochain. Et j'avais tellement peur de la perte que j'avais oublié et je ne voulais plus être cette Christine-là. Et pour trouver un sens à l'inexplicable, moi, j'avais besoin de me retrouver. Donc, tout doucement, depuis 2018, j'ai retrouvé cette Christine. J'ai retrouvé mon envol. J'ai retrouvé ma liberté. J'ai retrouvé que, dans le fond, ce que j'admirais de Pierre, bien, je l'avais en moi parce qu'on l'avait fait ensemble. Parce que les décisions, on les avait choisies ensemble. Puis les mauvaises décisions aussi, là, il y en a eu. Mais toutes les bonnes aventures, tout ce qu'on avait appris et qu'on avait envie de partager avec nos enfants, bien, c'était là, c'était moi, parce qu'on l'avait fait ensemble. Donc, je devenais un peu le gardien, le porte-parole de nos voix. Alors, j'ai commencé à m'ouvrir auprès des enfants sur mes expériences, sur qui il était. Quand je parle des enfants, je parle des filles, mais je parle également de Gabriel. Gabriel avait un rêve fou, il voulait être champion. Il voulait être un pro de vélo en Coupe du Monde. Et je me rappelle, Pierre, il n'y avait rien d'impossible avec lui. Tout était possible. Il avait fait des missions au Kosovo, à Madagascar, au Mali, en Irak. On est allé en Syrie, au Burundi. Alors, j'ai essayé de partager ce qu'on avait comme valeur à nos 3 enfants. Et aujourd'hui, Gabriel, il revient tout juste de sa première Coupe du Monde. Il est pro de vélo maintenant. Et je suis fière de lui. Et je vois mes enfants maintenant, mes filles, ils ont le bonheur facile. Elles sont curieuses, fugueuses, attachantes, intelligentes et aimantes. Ce que j'ai envie de vous dire, et de partager avec vous, c'est que je vous comprends. C'est pas facile, mais c'est possible. Peu importe que ce soit un deuil explicable ou inexplicable, c'est important de trouver un sens à cette expérience. Soit c'est de vous sentir utile pour une cause, soit de prendre du temps pour vous. Mais on est tous uniques, donc on y va tous à notre rythme. Et c'est important de se respecter. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau créative, à nouveau souriante. J'ai des amis. Je passe beaucoup de temps avec les enfants. J'enseigne le ski alpin à Whistler. Je prends soin de ma santé. Je suis heureuse aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, n'attendez pas que la vie soit moins difficile pour décider d'être heureux. Et je vais terminer avec quelque chose. J'ai envie de terminer avec... J'aurais tellement de choses à vous raconter. Mais je vais terminer avec ma levée de deuil que j'ai eue au Burundi, en Afrique, quand je suis retournée fermer ma maison. J'aimerais vous montrer quelque chose. En fait, quand je suis rentrée en Afrique, je suis arrivée à ma maison et la porte s'est ouverte et j'ai entendu des chants, des femmes et des hommes. Et toutes les femmes, vous avez 5 femmes, sont arrivées avec un panier comme ça sur la tête. Et ce panier était rempli de fruits, de légumes et de miel. Et les hommes chantaient et ils avaient dans leurs mains des boissons gazeuses et de la bière. Ils chantaient tous.
Et ils m'ont expliqué que c'était ma levée de deuil, qu'après la mort, il fallait célébrer la vie et qu'on devait manger et qu'on devait boire. Et par la suite, ils m'ont offert un dessin. Sur ce dessin, c'était toutes les collines du Burundi avec moi et mes 2 filles. Et tout au haut des collines, il y avait des nuages. Derrière les nuages, il y avait un soleil. Ils m'ont expliqué, vous savez, madame, après les nuages, il y aura toujours le soleil. Et bien, je suis contente d'avoir reçu ce témoignage d'eux parce qu'aujourd'hui, ça m'aide encore beaucoup. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous sur mon histoire. Chère Christine, le mot merci, il est si petit quand on veut dire plus grand que tous les mots qu'on pourrait imaginer présentement. Mais disons merci quand même parce que c'est le mot le plus formidable pour dire l'ouverture du cœur que vous venez d'avoir avec nous, l'intimité que vous avez partagée avec nous dans un moment extraordinaire parce que avec nous ce soir, bien sûr, vous le savez, d'autres personnes en deuil nous écoutent, cheminent. Et voilà, il y a de la vie chez vous. C'est le petit chien qu'on entend chez Oui, vous. désolée. Non, non, c'est beau, il y a de la vie. C'est de la vie quand même. Euh, Écoutez, c'est un parcours remarquable. Un parcours exceptionnel et remarquable. Je dis exceptionnel parce que, vous l'avez dit tantôt, c'est tout ce qu'on vit, c'est toujours exceptionnel au fond parce que c'est quelque chose qui a rapport à notre vie individuelle et familiale et sociale. Et franchement, tout ce que vous avez appris de cette épreuve, euh, ça nous donne beaucoup d'espoir, à savoir que malgré de longs passages dans le chagrin, la déprime, la misère dans l'âme, vous nous démontrez aujourd'hui, hein, par vos paroles, par votre présence, par votre belle jeunesse qui est toujours, euh, comment dire, elle s'entend, votre jeunesse, c'est-à-dire la vitalité, hein, c'est ce que je veux dire par jeunesse, la vitalité qui est en vous. Et il y a tellement de vie que ça prenait beaucoup de vie pour nous parler d'une perte aussi immense. C'est tout un hommage à Pierre ce soir parce que, comme vous le dites, hein, c'est tout ce qu'il a transmis, tout ce qu'il a laissé. C'est grâce à lui que nous sommes aussi là, à le connaître à travers vous. Hein? Vous nous le présentez à travers finalement euh, un parcours incroyable. Et ben, encore une fois, merci. Et je m'arrête parce que je veux laisser la parole à des personnes qui aimeraient sûrement vous poser une ou 2 questions ou passer un commentaire. Alors, Alain, dis-nous déjà, est-ce que nous avons des questions? Je vais d'abord rappeler à tous les gens qui sont avec nous que si vous souhaitez là, amener un commentaire ou une question, vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue, de chat, comme on appelle, du côté gauche de votre écran. Et vous pouvez poser des questions là, ou déposer vos commentaires. Déjà, une première question dans tout ce que vous nous avez raconté. Et puis, effectivement, merci. C'est un très grand témoignage là, qui rejoint tout le monde, j'en suis convaincu. C'est très fort ce que vous nous avez dit. Et comme disait Joanne, on a un peu l'impression évidemment, on vous connaît déjà plus et on a connu aussi votre conjoint, donc Pierre. Alors, c'était très fort et ce qu'on se demande, c'est quels sont quelques éléments quand vous faites cette introspection-là du passé qui vous aident aujourd'hui à vivre votre vie. Parce qu'on dit que toujours dans les deuils, qu'il y a des éléments, malgré tout, positifs. Alors,
qu'est-ce que vous pourriez nommer, peut-être pour que les gens puissent voir dans l'épreuve qu'ils vivent des éléments qui pourraient à leur tour les aider? Oui, en effet, ce qui m'a permis en fait de surmonter toutes ces épreuves-là et en fait de trouver un sens, et je me suis surtout souvenue de toutes les bonnes choses qu'on avait partagées ensemble. Et à ce moment-là, le fait de me souvenir des choses qu'on avait partagées ensemble, bien, ça m'a permis de construire une pensée qui était beaucoup plus positive. Et à ce moment-là, je me suis souvenue c'était quoi nos rêves, c'était quoi nos projets. Et en fait, je me suis donné le droit de les continuer ou de les reprendre. Et c'est ça qui m'a le plus donné l'énergie des 2 dernières années et qui m'a guidée. C'est de se dire, OK, il est décédé, mais nos projets ne sont pas morts. J'ai le droit de les reprendre puisque j'en faisais partie. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'accepter les émotions quand ils viennent et de prendre un moment de pause. La méditation, consulter avec un spécialiste, un intervenant, un psychologue, un travailleur social, de choisir un environnement de vie où je me sens bien et où ma famille se sent bien. Et c'est vrai que Squamish, c'est un lieu de choix. La nature est verdoyante et pour moi, ben, c'est une façon de me ressourcer. Trouver aussi des passions, tenir son esprit occupé. Et on se rend compte que notre esprit redevient vivant. Par exemple, je voulais aider Gabrielle à devenir athlète. Ça coûte très, très cher être athlète. Donc, j'ai créé un projet de commandite qui s'appelle Mother Made. En fait, mes filles voulaient que je fasse des sacs réutilisables pour leur boîte à lunch parce qu'elles avaient décidé qu'on consommait trop de plastique et que c'était très mauvais. Et je leur ai répondu, je veux bien, mais je ne sais pas coudre. Ils ont dit, c'est pas grave, grand-maman, elle sait coudre, elle. J'ai dit, oui, mais grand-maman est au Québec. Ils ont dit, on a FaceTime, maman. Donc, effectivement, j'ai appris à coudre. Je pourrais vous dire que j'ai une certification YouTube aujourd'hui, mais j'ai commencé ce projet. J'ai dit, oui, mais moi, je me suis souvenue qu'avec Pierre, on voulait rendre et donner au prochain. Donc, j'ai dit, très bien, je vais faire ce projet-là, mais je ne veux pas récolter de fonds pour ça, pour ma propre personne. Je vais les donner en commandite à cet athlète. Et ben, ça, c'est un projet qui m'a tenue très, très active et surtout positive. Ensuite, l'écriture. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé les mots. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à passer au travers. Et le sport. Le sport aussi, le vélo, le ski. Et d'être proche de mes enfants. Je vous dirais que finalement, c'est ça le meilleur remède pour moi. Merci. Un commentaire? Oui, vas-y, Joanne. Non, non, j'allais te demander si on avait toujours des questions. Oui. Je vais commencer par les commentaires parce qu'ils sont quand même intéressants. On dit que Christine, vous êtes rayonnante et que vraiment vous amenez des points tellement positifs que, bon, ça aide beaucoup de gens et on vous remercie de votre générosité, pardon, dans les propos de ce soir. Maintenant, vous nous aviez parlé durant votre histoire que votre conjoint avait un frère jumeau et je me demandais comment ça s'est passé pour eux, ce deuil-là, vos beaux-parents, le frère jumeau. Je ne sais pas si votre conjoint avait d'autres frères ou sœurs, mais est-ce que pour eux, ça s'est passé, comment sont-ils aujourd'hui et est-ce que ils ont cheminé eux aussi dans ce travail de deuil? C'est assez difficile de pouvoir parler en leur nom. Je sais juste qu'en fait, la relation était parfois un peu compliquée entre les 2 frères jumeaux avant le décès. Donc, il est certain que la situation est restée un peu compliquée même après. Et malheureusement, j'ai dû me détacher un peu de leurs émotions, puisque leurs émotions, à un certain moment, m'envahissaient. Et c'est comme si je devais être responsable de tenir le phare. Et je n'étais pas en mesure de le faire. Et je ne voulais pas le faire. Et en fait, c'était trop douloureux pour moi d'absorber
toutes les émotions de chaque personne et surtout leur colère et leur culpabilité, puisque la relation n'était pas très positive entre Pierre et sa famille avant son décès. Et je ne me sentais pas armée pour gérer ça. Donc, ces dernières années, j'ai dû prendre un certain recul afin de me protéger et peut-être, je l'espère, leur donner le temps, eux, de gérer aussi ces émotions-là qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est impossible que leur relation était que négative. Je suis sûre qu'un jour, ils vont trouver plein d'éléments positifs et que ça va les aider à se reconstruire un jour ou l'autre. En tout cas, moi, j'en suis convaincue et je suis certaine qu'ils vont y arriver. Quelqu'un nous demande, puis la question s'adresse probablement à vous, Christine, et à Joanne. On disait, est-ce qu'on peut dire un jour que le deuil est terminé? Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Alors, c'est une des questions fondamentales. Aimeriez-vous répondre avant moi, Christine, ou j'y vais? Je peux donner mon point de vue de par mon expérience. Je ne sais pas si on est obligé de mettre un mot fin parce que moi, l'inacceptable va toujours rester en moi. Je n'ai pas de réponse. Il faut juste que j'apprenne à vivre avec je ne sais pas. C'est difficile de dire que mon deuil va se terminer un jour. Mais chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, je vis bien avec ce deuil. Et que ce deuil-là, je m'en suis servi comme une force depuis 2 ans. Et comme quelque chose que je suis fière de l'avoir rencontré. Je suis fière de la femme que je suis devenue après toutes ces difficultés-là. Puis je suis fière d'avoir les amis que j'ai aujourd'hui. Je suis fière d'avoir la famille que j'ai. Puis je suis fière de mes enfants. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas si le deuil se termine un jour, mais l'apaisement vient un jour. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Pas un seul mot. Pas un seul mot. Vous avez trouvé exactement tous les mots que j'aurais aimé dire de cette façon-là. Il faut avoir beaucoup souffert et surtout avoir été capable de rebondir, de renouer avec la vie et de savoir que l'amour tient encore beaucoup. Tout ce que vous nous racontez ce soir, c'est rempli d'amour. Hein? Et c'est ça, quand vous dites redonner aux autres et tout ça, cette générosité, cette gratitude aussi que j'entends, je crois que ça fait partie de moments qui vont s'annoncer comme beaucoup plus pétillants avec les années. C'est la douleur qui est moins vive. Et je pense, comme vous dites, c'est là toute la vie, mais c'est la douleur qui n'est pas là toute la vie. Tout à fait. Si je peux compléter, il manque toujours 1 heure à ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant ce 4 heures et ce 5 heures du matin. Mais si je mets toute l'énergie de ma vie sur cette heure-là, je vais rater toutes les autres heures. Et puis ça, je refuse. Ça, j'y refuse et je vous comprends. Par moments, là, quand je disais que j'avais envie d'être vieille quand c'est arrivé, je vous comprends. Je comprends toutes les personnes endeuillées que c'est tellement mal, ça fait tellement mal, c'est tellement douloureux qu'on voudrait ne plus exister. Mais au contraire, on doit exister pour ceux qui sont partis. Puis on doit les faire vivre en nous. En tout cas, si vos parents vous écoutent ce soir, Christine, ils doivent être très fiers de vous aussi. Ah ben, je peux vous confirmer qu'il y a des membres de votre famille là, qui vous écoutent et qui sont très fiers de vous. Et je me permets un commentaire personnel. Quand on a mis ce projet-là de soirée sur le deuil, il y a déjà plus 5-6 ans, Joanne et moi, l'idée c'était très simple, c'est de pouvoir aider par des témoignages ou des conférences de personnes comme vous, Christine, de pouvoir aider les gens qui vivent un deuil ou qui l'ont vécu, peu importe, récemment ou il y a plus longtemps, les aider à cheminer parce qu'on se rendait compte qu'il y avait peu d'aide souvent et peu de ressources. On l'a vécu drôlement avec la pandémie où les gens ne voyaient plus personne, puis les deuils, les funérailles, les obsèques, c'était inexistant ou à peu près. C'était encore difficile. Mais alors donc, en vous entendant ce soir, je me disais, on a fait une bien bonne affaire là, de mettre ça en place parce qu'effectivement, votre témoignage, je suis convaincu que ça a aidé beaucoup de gens.
Et il y a quelqu'un qui nous a fait le commentaire en disant, je vous ai écouté ce soir et ça m'a fait du bien. Et c'est la question qu'il pose, à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, mais il disait, je pense que ça vous a fait du bien aussi à vous de nous partager ça. Enfin, c'est le commentaire qu'on a eu. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter, qui auront la même réaction. Effectivement, merci de ce commentaire-là, mais ça me fait énormément de bien. Je pense que l'importance de communiquer ses émotions, encore une fois, ça se concrétise encore ce soir. Et puis, juste pour rebondir sur la pandémie, effectivement, il y a des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas être présents sur un lieu de recueillement ou ainsi de suite. Mais je vous comprends. Moi, Pierre est enterré en France. Je ne suis pas retournée le voir, c'est compliqué. Mais on peut créer des moments de recueillement. Par exemple, mes filles, un jour, m'ont dit, c'est quand l'anniversaire de papa? J'ai dit, c'est le 7 octobre. Et ma fille Alix, elle dit, ben, pourquoi on ne célèbre pas sa fête? Et là, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais faire? Elle dit, moi, je voudrais y envoyer des ballons avec un petit message. Eh bien, ça va faire 11 ans qu'on lui envoie des messages. Je pense qu'on peut tous trouver une façon de se recueillir et une façon d'accompagner les gens qui nous quittent, même en période d'isolement. Ça peut être de différentes façons. Vous savez, Christine, on va bientôt se quitter tout le monde, mais avant de vous laisser aller, merci aussi de nous avoir partagé ce beau cadeau rempli de fruits, de légumes. On entendait les hommes chanter, on entendait cette invitation à vivre. Et il me semble que ça a été probablement un bon petit coup de pouce pour reprendre le chemin de la vie. Alors, il y a tellement d'éléments dans votre récit qui nous ont fait réfléchir ce soir à la capacité de traverser les souffrances, à la capacité d'espérer toujours, d'aimer et de dire, eh bien, ce que je deviens, c'est grâce à ce qu'on était avant et qu'on a pu réaliser ensemble. Et qu'aujourd'hui, je poursuis, comme vous disiez, vos projets et tout. Et c'est ça qui est beau. Hein? C'est un peu, vous nous partagez cet héritage affectif. Et c'était vraiment une soirée mémorable qu'on a passée avec vous. Je vous salue, je vous embrasse au nom de tous les auditeurs ce soir. Je suis certaine que quand on se voyait en présentiel, on avait l'occasion d'aller voir l'invité, lui donner la main, des fois la prendre dans nos bras, pleurer avec elle, lui dire merci, lui raconter un petit bout de notre histoire aussi, prendre un petit goûter parce que on avait des petites bouchées ensemble et puis ça voulait dire nous sommes ensemble, mais ce soir, je crois que vous avez su recréer cette ambiance où on a envie de vous prendre dans nos bras. Alors, on va vous laisser aller et puis prenez bien soin du petit chien. Peut-être vous allez aller marcher ensemble. Oui, oui, effectivement. On a 2 chiens. Hein. C'est 2 chiens qu'on a adoptés, qui ont été abandonnés. Donc, vous inquiétez pas, on est bien occupés. Oh oui, j'en doute pas. Alors, on embrasse aussi vos enfants et votre famille. Et Merci. puis, sincère merci. Merci. Merci à tous et merci beaucoup, Christine, de votre témoignage encore une fois. Et à tout le monde, à la prochaine. On se retrouve le mois prochain au mois de novembre. Donc, à bientôt et bonne fin de soirée.